Bon. Il y a un an, je vous ai parlé d'hérédité dans une vidéo qui vous a pas mal plu. Et c'est marrant parce que avant même de la poster, avant même de vouloir me lancer sur YouTube, je savais que si je faisais une vidéo sur hérédité, je devais en faire une sur Midsommar. Alors voilà, régalez-vous. Midsommar, c'est un film de transition dans la filmographie d'Ari Aster. Il est là entre Hérédité et Beau is Afraid. Si Hérédité, c'est un film que je considère parfait, je vais pas vous répéter encore une fois que c'est mon film préféré, je pense que Midsommar n'en est pas un, mais parce qu'il essaye pas de l'être. Ari Aster l'a dit lui-même, je cherche pas à faire des films qui plaisent à tout le monde. La différence entre Hérédité et Midsommar, c'est le degré de lecture et de compréhension. Là où Hérédité est compréhensible par tout le monde, peu importe le taux d'intérêt qu'on voit au film, Midsommar se détache de l'horreur et on ressent beaucoup plus de liberté dans l'intention d'Ari Aster. C'est un film beaucoup plus abstrait et limite hallucinogène. Quand on regarde Hérédité, Midsommar et Beau is Afraid à côté, je pense qu'on voit de plus en plus les libertés prises par Ari Aster. Alors, on peut considérer Midsommar comme le film dans cette zone bizarre de la filmographie d'Ari Aster, entre la perfection du genre et ce à quoi il aspire vraiment créer. Bon, je suis obligé de commencer la vidéo en parlant des influences qui ont poussé la réalisation de Midsommar, et plus en particulier un film, The Wicker Man. Le film raconte l'histoire du sergent Howie qui enquête sur la disparition d'une jeune fille sur une île paumée au milieu de nulle part et là-bas, il va faire la découverte d'une société païenne aux coutumes très étranges. Le policier commence alors à penser que cette disparition pourrait être liée à des rites sacrificiels, jusqu'à se rendre compte que c'était lui la victime et qu'il était pris au piège depuis l'instant où il a mis les pieds sur cette île maudite. Alors oui, c'est très similaire à l'histoire de Midsommar, que ce soit dans l'empreinte visuelle du folklore suédois ou dans le scénario. Mais les personnages pris au piège par la secte depuis la première minute du film et qui s'en rendent compte qu'à la fin, ça vous fait pas penser à Hérédité ? Du coup, je pense que The Wicker Man, c'est pas un film qui a influencé que Midsommar, mais bien tous les films d'Ari Aster. Parce qu'au final, même dans Beau is Afraid, on reste dans le flou de savoir si c'est pas sa mère qui a organisé tous les événements qui arriveront à Beau dans le film. Enfin bref, la transition sur The Wicker Man est terminée, on peut enfin rentrer dans l'œuvre. Le film s'ouvre sur cette fresque, très jolie mais qui disparaît très vite pour laisser place au film. C'est un détail assez discret mais qui sert à encadrer l'histoire, à suggérer qu'on s'apprête à entrer dans un conte populaire, voire un conte de fées. On a vraiment l'impression que ce qui va suivre se déroule dans un théâtre miniature, ce qu'on appelle un théâtre de papier, une forme très populaire en Europe depuis des siècles. Ça donne cette sensation qu'on est tous rassemblés autour d'une histoire, racontée comme autrefois dans les foires ou les villages. Et visuellement, tout ça est présenté dans un style bien particulier, qu'on appelle le kurbits. À l'origine, ce sont des motifs végétaux très décoratifs, presque comme des filigranes, mais le terme désigne aujourd'hui une esthétique plus large. Le style kurbits, c'est des peintures très colorées, pleines de détails, avec des plantes, des animaux, des paysages, des scènes de la vie quotidienne ou de la mythologie. Exactement ce qu'on voit ici. Ce qui est flagrant sur la fresque, c'est la place que prennent les saisons. Elles sont là pour représenter le cycle de la vie. Il y a clairement l'hiver sur la gauche, qui représente la mort dans des couleurs froides, à l'extrémité de l'été sur la droite, qui représente la vie dans un thème plus ensoleillé. Mais si on regarde plus précisément du côté de l'hiver, on voit une tête de mort, ce qui est pas très subtil, mais aussi deux corbeaux. C'est clairement une référence à Hugin et Munin. Ce sont les deux corbeaux d'Odin dans la mythologie nordique. Il les envoyait à travers le monde pour observer tout ce qui s'y passe. C'était en quelque sorte les yeux d'Odin. Ça peut faire référence aux Zarga qui surveilleraient Dany, ou peut-être juste à une sorte de force universelle qui pousse les choses à se dérouler parfaitement. Pas une entité comme Paimon, mais peut-être un truc plus abstrait comme le destin. Odin, c'est le dieu de la mort dans la mythologie nordique, alors ça fait plutôt sens. Si on descend plus bas, on voit la famille de Dany, tous reliés par un câble, avec Dany au centre, ses deux parents au-dessus et sa sœur en dessous. Ça fait un écho à l'ordre de naissance comme pour un arbre généalogique. On voit également ce squelette symbolisant la mort au pied de l'arbre qui vient couper le câble. Personnellement, ça me fait penser aux Nornes. Ce sont trois femmes mystiques qui vivent elles aussi au pied d'un arbre. L'arbre Yggdrasil, l'arbre monde. Elles tissent ou taillent le destin des dieux et des hommes, elles sont donc les maîtres du destin et même Odin ne peut pas aller contre leur volonté.
Si on se déplace sur l'autre panneau, on retrouve Peel, assis sur un arbre qui surveille Danny et Christian. Il a l'air de prendre des notes, sûrement pour rapporter aux Argas. Dans l'art, l'idée des personnages qui surveillent un couple s'aimant dans les arbres revient souvent dans une idée d'envie et de jalousie. Il est guidé par ses propres sentiments envers Danny. On voit également 3 oiseaux qui représentent la famille décédée de Danny. Et si on descend, on voit une grande ville qui représente sûrement New York, là où les personnages vivent. Mais le détail le plus important, c'est la croix sur l'église, qui est là pour nous faire comprendre que les personnages sont issus d'un milieu chrétien. Donc en opposition directe avec les Argas, un peu comme le personnage du sergent Howie dans The Wicker Man qui est un fervent chrétien. On voit aussi Christian consolant Danny avec les doigts croisés derrière le dos. Ça veut dire en gros, je pense absolument pas ce que je suis en train de dire. En gros, ses sentiments sont pas sincères. Si on se décale encore une fois vers la droite, on aperçoit des notes de musique qui sortent de la flûte de Peel, suivies de toute la troupe, un peu à l'image d'un charmeur de serpent. Ou plutôt à la légende du joueur de flûte d'Amelin. Si vous connaissez pas ce conte, laissez-moi vous le raconter. L'histoire se déroule dans la ville d'Amelin, au Moyen-Âge. La ville est infestée par une invasion de rats et un jour, un individu habillé de couleurs vives vient proposer ses aides aux habitants en l'échange d'une récompense, ce qu'ils acceptent. Après s'être débarrassé des rats comme prévu, les habitants refusent de le payer. Alors pour se venger, ils décident de revenir jouer une autre mélodie, qui cette fois envoûte les enfants en dehors de la ville, et ils n'y reviendront jamais. Le conte est souvent lu comme un avertissement de toujours tenir ses promesses, une allégorie de la perte de l'innocence ou d'une punition divine. Bref, du coup derrière Peel, on retrouve tous nos protagonistes avec certains détails qui précisent leur rôle. Par exemple, Mark est habillé comme un bouffon, car c'est ce qu'il est, mais aussi pour prévenir de sa fin tragique. Josh avec plein de bouquins. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, j'ai fait mes recherches, et en zoomant très très fort sur ce livre, celui-là, c'est Frigiel et Fluffy. Il porte des livres pour symboliser le fait qu'il a suivi Peel pour faire sa thèse. Derrière, on a Christian et enfin Danny, reculé comme l'outsider du groupe qui a du mal à trouver sa place, car elle devait pas être là à la base. Ensuite, quand on arrive au panneau suivant, on a ce trône qui symbolise l'ascension après la mort. On a ces 2 personnes qui tombent de la falaise, événement qu'on verra plus tard dans le film. Mais par contre, ça a pas l'air d'être les mêmes personnages, alors je pense que c'est encore une fois les parents de Danny qui sont représentés. En dessous, on retrouve le groupe qui franchit la porte du soleil des Argas. On voit que les notes de musique ne sortent plus de la flûte de Peel, ce qui signifie qu'il a enfin guidé le groupe là où il le voulait. À droite, on a le groupe des Argas qui propose un mélange de vivres et de têtes de mort, ce qui montre bien sûr le contraste entre l'accueil chaleureux qu'ils leur font et le destin qu'ils leur réservent en réalité. Juste en dessous, on a cette image d'un ours qui s'amuse avec une vache bleue, je crois. Si l'ours représente Christian à coup sûr, je suis pas certain de ce que représente la vache bleue, mais je dirais qu'elle représente Maya de la secte, qui va essayer de séduire Christian pour s'accoupler avec. Enfin, quand on arrive au dernier panneau, on voit cet énorme soleil avec une tête flippante. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, je vous vends la fresque comme un cycle de la vie, qui commence par la mort, et qui du coup devrait se terminer avec la vie, mais c'est pas le cas. On aperçoit également des morts sur le dernier morceau. Et je pense que c'est là pour nous montrer que le soleil ne sera pas notre allié dans ce film, et qu'il ne nous protégera pas de l'horreur du destin des protagonistes. Enfin, en dessous, on voit les Argas manger à leur table, comme à de nombreuses reprises dans le film. Et voilà. C'est tout pour la fresque. Ça dévoile pas tout le scénario du film, mais déjà une très bonne partie. Je suis vraiment désolé si c'était long, mais croyez-moi, on aura besoin de toutes ces informations. Tous ces foreshadowing partout, donnant l'impression que ces morceaux de toile savent exactement ce qui va se passer, c'est quelque chose qu'Ari Aster aime énormément. Mais si dans Hérédité, ça laisse sous-entendre qu'une entité contrôle tout depuis le début, là, ça veut nous laisser croire que tout se passe comme dans un conte de fées, ce qui se confirme avec la musique onirique qui accompagne la fresque. Donc, la fresque s'ouvre en deux et là, on est en hiver, au milieu d'une forêt à Hälsingland. Quand soudain, une transition brutale vient nous ramener au Minnesota, dans la maison des parents de Danny. Je vais vous laisser l'extrait exceptionnellement en VF. Je suis désolé à tous les bandeurs de VO, mais c'est pour que vous puissiez vous concentrer sur l'image et essayer de comprendre là où je veux en venir. Salut maman, salut papa, c'est Danny. Voilà, en fait, j'ai reçu un mail un peu flippant de Terry et elle me répond pas. Enfin bref, je suis pas tranquille. Alors,
si vous pouviez me rappeler. Et bien sûr, je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Naturellement. Vous avez remarqué la surprésence du jaune ? Et je vous parle de cet extrait parce que c'est très flagrant, mais en soi, c'est comme ça pendant tout le film. Et ben, si on retourne sur notre fresque, et si je répète ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, mais que vous avez probablement pas écouté à cause de TikTok, les saisons, le bleu et le jaune ensemble, représentent le cycle de la vie. Et d'après les dires d'Erik Svensson, l'un des producteurs de Midsommar, les fleurs et la maison jaune sont vraiment dans le script. Plus on avançait et plus j'avais envie de faire du jaune et du bleu nos symboles de la mort. Nos mauvais signes. Voilà qui clarifie la situation. On peut aussi parler du blanc qui est omniprésent dans le film, et ça c'est assez simple. Il est là pour représenter la communion des Argas. Ils sont tous ensemble dans le blanc afin que nos personnages soient toujours en incohérence. Il renforce par le visuel cet écart de culte entre les protagonistes et les Argas. Enfin bref, si on retourne au film, on a donc vu les parents de Danny endormis pendant qu'un message tourne sur la boîte vocale. C'est Danny qui prend des nouvelles car sa sœur lui a encore envoyé un mail étrange. Le mail, c'est celui-là. I can't anymore. Everything's black. Mom and dad are coming too. Goodbye. Ce qu'on sait de la sœur de Danny, c'est qu'elle est très instable mentalement. Elle a clairement des problèmes mentaux et des pulsions suicidaires. Pourtant, d'après Christian, c'est pas grave. Faut juste l'ignorer. What are you up to? Just smoke some resin with Mark. Now we're getting pizza. How's the sister situation? Well, I've emailed her 3 times and still no response, so I'm getting a little bit nervous. I'm sure it's fine. Yeah, probably. She I hope does this so. every other day, Danny, and only because you let her. Well, I don't let her. She's bipolar, Yeah, so... I know, but you do though, babes. You go straight to crisis mode. Well, she's my sister, and even you said that this email seemed different. Yeah, right, but is it though, really? Et vous allez vite vous rendre compte que Christian, dans 95% des cas, dit l'inverse de ce qu'il faudrait dire et fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il est menteur, arrogant, il a la flemme de s'investir dans quoi que ce soit, même sa relation ou sa thèse. Il aime plus Danny depuis très longtemps et on sait pas vraiment s'il l'a déjà aimée. Le pire, c'est qu'il a pas le courage d'être honnête avec elle. Ou encore pire, il reste par opportunisme. Y a qu'à écouter comment il en parle avec ses amis. What if I regret it later and I can't get her back? You don't want her back. I might. Okay, well then you can bitch to us about how much you regret it for that day, and then we'll remind you again that you've been wanting out of this stupid relationship for like a year now, and then you can find a chick who actually likes sex and doesn't drag you through a million hoops every day. Okay, do you think that there is a masochistic part of you that is playing out this particular drama to avoid the work you actually need to be doing? What work do I need to be doing, Josh, exactly? Well, I don't know, your prospectus, maybe your PhD. That's not her again. Seriously? Oh my God. She needs a therapist, dude. She has a therapist. Oh, so then she should call her therapist and not you. It's literally abuse. She's abusing you. Excuse me. Nope. Hey. Danny. Babe. Bah voilà, vous avez un bon exemple de Christian complètement à côté de la plaque. La sœur de Danny a bel et bien mis fin à ses jours, et effectivement, elle a emporté ses parents avec elle. Elle a fait ça en reliant des tuyaux au pot d'échappement des voitures, et en mettant l'autre extrémité d'un des tuyaux dans la chambre de ses parents, et en scotchant l'autre directement dans sa bouche. C'est sûrement ce tuyau qu'on pouvait voir sur la fresque, et encore une fois, le jaune résonne lorsque la mort montre son visage. Là, je vais sûrement aller trop loin dans l'analyse. Mais la famille occupe toujours une place centrale dans les films d'Ari Aster. C'est souvent un lien étrange, presque malsain, avec des relations complexes et dérangeantes. Et pourtant, dans Midsommar, tout le monde meurt dès les 10 premières minutes du film. Et ça m'a surpris qu'Ari Aster ne choisisse pas d'explorer davantage cette dynamique familiale, comme il l'a fait dans Hérédité. Yeah, fine, release me, just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y a quand même des indices. Par exemple,
On sait que Terry, la sœur de Danny, vivait encore chez leurs parents. On sait qu'elle avait 24 ans, donc c'est assez tard pour vivre encore chez ses parents. Est-ce qu'il n'y avait pas entre eux une relation fusionnelle, voire obsessionnelle? Pourquoi les emmener avec elle dans la mort, à part parce qu'elle pouvait pas se résoudre à les quitter? Et le tuyau choisi pour les assassiner, est-ce que ce serait pas le symbole d'un cordon ombilical, une envie de Terry de revenir dans le ventre de sa mère? D'ailleurs, si on regarde bien la fresque, on voit que toute la famille est connectée par un tuyau. Enfin, je pensais que c'était un tuyau, mais quand on regarde de plus près, ça ressemble aussi pas mal à un cordon ombilical. Et si on cherche d'où provient ce cordon, on s'aperçoit qu'il sort du sexe des parents et passe pile dans le nombril des deux sœurs. Le squelette le coupe au niveau de Danny, elle a réussi à quitter le nid familial, mais du côté de Terry, le lien est intact. Bien sûr, c'est que des suppositions, mais j'aimais bien ma petite théorie, alors je voulais vous la partager. Reprenons le film. On est dans l'appartement de Danny après le décès de ses parents. Elle pleure. Christian est là pour la rassurer, pourtant on sent aucune compassion dans son visage. Il regarde autour de lui, il semble mal à l'aise. En fait, il se sent piégé. Il peut plus la larguer maintenant, ses parents viennent de mourir. La caméra fonce par la fenêtre et le générique apparaît dans un paysage enneigé. Vous l'avez compris, on est en hiver. Transition, on est 6 mois plus tard, on le sait parce que c'est écrit en gros dans le script. Et 6 mois, c'est pile l'écart qu'il y a entre le début de l'hiver et le début de l'été. On sait qu'on est environ en début juin, donc juste un peu avant que l'été commence. On retrouve Danny, avachie dans son lit comme un gros pacha. Au-dessus d'elle, on voit un tableau étrange, une petite fille qui embrasse un tigre immense. À première vue, c'est mignon, mais en regardant de plus près, l'ambiguïté saute aux yeux. La panthère est énorme, imposante, presque menaçante. La petite fille, elle, est minuscule, elle est fragile. Elle porte une couronne, c'est sûrement un clin d'œil à la Reine de Mai que Danny deviendra. Ce tableau, en fait, il semble un peu raconter le film à lui tout seul. Christian, c'est le tigre. Il est pas violent, mais il est émotionnellement indifférent. Il est passif-agressif et distant. Comme un gros animal endormi qu'on peut pas vraiment aimer, mais qu'on n'arrive pas à quitter. Et la petite fille, c'est Danny. Elle cherche du réconfort, elle veut aimer et être aimée. Elle va vers le tigre, mais on dirait presque qu'elle l'implore ou qu'elle essaie de l'apprivoiser. C'est encore un petit foreshadowing qu'Ari Aster a dissimulé, une petite prophétie. Le tableau est au-dessus du lit où elle dort, au-dessus de ses pensées et au-dessus de ses rêves. Elle dort littéralement sous cette image d'amour bancal. Bref, Christian vient interrompre la sieste de Danny pour lui annoncer qu'il va à une fête avec ses copains. Et derrière lui, on voit un autre tableau. Celui-là, j'ai réussi à l'identifier. C'est une œuvre de František Kupka, qui s'appelle « Femme cueillant des fleurs », un aperçu d'une scène qu'on verra plus tard dans le film. Bref, Danny veut l'accompagner, ce qui a l'air de le ravir. No, come with you. Sure you've had enough sleep? I wasn't sleeping anyway. Là-bas, elle apprend qu'ils avaient tous prévu de partir chez Peel en Suède sans que personne la prévienne. Donc forcément, elle est pas contente. Et c'est compréhensible, elle a raison de s'énerver. D'ailleurs, sur ce plan, Christian est filmé dans un miroir, ce qui montre une certaine distance entre eux. Il est réduit à un simple reflet. Il est là physiquement, mais pas émotionnellement. Okay, well, just imagine if you were at a party and someone said, "Hey, what are you doing for summer?" And then my friend said, "Oh, we're going to China for 3 months and we're leaving 2 weeks." It's Sweden for And a that was the month and a first you'd half. ever heard of it. Okay. On va revenir sur ce qu'il y a d'accroché au mur sur cette séquence. Et oui, je vais analyser chaque petit morceau de caca que je vois sur les murs. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, là on a plein de photos d'eux. En fait, je pense qu'il y a que 2 tableaux intéressants. Ça, là, de l'eau. De l'eau, la noyade émotionnelle sûrement. Et lui, là, un homme qui se tient le crâne à la manière de Zizou Prime. C'est une posture de défense, une position de honte. Exactement la situation dans laquelle est Christian. D'ailleurs, il arrive à retourner la situation en faisant le gros pick-me. Maybe I should just go home. What? No, no. Please, and we can talk about it. Look, it just felt really weird, okay? But I'm fine. I think it's great that you're going to Sweden. I do. I think it's amazing. Bon, je suis vraiment désolé, je suis très relou avec mes tableaux, mais celui-là, il prend quand même une très grosse place dans le plan. On y voit une femme nue qui a l'air d'essayer de fuir une mare de visage. C'est sûrement une allégorie de Danny. Elle traverse une période de perte totale de repères, tiraillée entre son passé et un avenir flou. Elle semble piégée dans une masse confuse d'émotions ou de souvenirs. Le fait qu'elle soit nue accentue la vulnérabilité et l'idée de renaissance, qui reste un thème majeur du film. Bref,
Avançons s'il vous plaît, et faites-moi de bruit là, j'arrive pas à me concentrer. Christian tente un football surprise en faisant semblant qu'il comptait l'inviter. À contre-cœur sans doute, mais malheureusement pour lui, Dani saute sur l'occasion et elle accepte. Alors, on rejoint la bande de Queutards au moment où Christian leur annonce que Dani vient avec eux. Sur la table, on voit ce livre, qu'on verra être lu par Josh plus tard, The Secret Nazi Language of the Utark. Le Utark, c'est la langue des Zargas. Josh lit ce livre dans le cadre de sa thèse. Et mine de rien, à lui tout seul, il prévient qu'il y a quelque chose de pas net dans la communauté de son ami. Enfin, il y a nazi dans le titre, et ça l'a pas alarmé plus que ça. Bref, Christian annonce la nouvelle. Enfin, il annonce tranquille, hein. Doucement quand même. I invited Danny to come to Sweden. So you guys know. And she's not actually gonna come, but I invited her, just to not make it weird. Dani les rejoint et Marc prend Christian à part pour jeter un œil à ce paragraphe. Mais j'imagine que c'est surtout pour lui montrer son mécontentement quant à la venue de Dani. Ce qui laisse un petit moment seul entre Dani et notre joueur de flûte Peel, qui est très content qu'elle les accompagne. Il fait ses condoléances à Dani par rapport à son deuil, sauf que c'est un sujet qu'il vaut mieux pas trop aborder avec elle. Very sorry to hear about your loss. Oh. What happened? I mean, I can't even imagine. I mean, I lost my parents too, so I kind of have some idea. I'm sorry. No, I'm sorry. No, you're fine. I'm gonna just go to the bathroom. Thank you. En un petit tour de passe-passe d'Ari Aster, on se retrouve dans l'avion direction la Suède. Et en une petite transition de ma part, on est à Hälsingland. Je vous rassure, il n'y avait rien d'intéressant sur la route à part les blagues de beauf de Marc. Oh my god, the women here. What is it that makes them hotter? Bon, en fait, je vous ai menti, on n'est pas tout à fait à Hälsingland, mais sur une sorte de camp où se rejoignent tous les Argas comme Peel qui reviennent de leur séjour à l'étranger. Le seul personnage vraiment important ici, c'est Ingemar, le frère de notre ami suédois. J'ai traduit leur échange en pensant que ce serait intéressant, mais ça ressemblait à ça. T'as grossi, non mais arrête, j'ai pas grossi là. On rencontre aussi Simon et Connie, les victimes de la flûte d'Ingemar, et une fois qu'ils sont tous réunis, on leur propose de s'exploser la gueule à l'opium. Dani est pas trop chaude, mais elle se laisse convaincre. Et oui les enfants, les fréquentations c'est important. Et les voilà tous en trip. Everything just mechanically doing its part. Marc pense faire sensation avec une phrase mignonne. Il dit qu'il considère tous ses amis comme sa famille, sauf que c'est un mot qu'il vaut mieux pas prononcer en compagnie de Dani. You're like my real actual family. Danny? Sorry. I'm gonna go for a walk. I can walk too. No, I'm gonna... Stop it, you're fine. Hey, Danny. How are you? They were laughing at me. What? No, I'm sure they weren't. They've been laughing. You want to come meet my friends? Thank you. Ce qui est marrant dans ce strip, c'est qu'ils ont tous la tête, vous savez, des miniatures de merde des youtubeurs là. Fuck. You're okay. You're okay. You're okay. Et là c'est cool, parce que je peux parler d'une scène que j'aime bien. Une scène très similaire à une autre qu'on voit dans Hérédité. Je les appelle les scènes fin de corps. Dani se réfugie dans la cabane en plein bad trip. L'ambiance est sombre, pesante. Elle se regarde dans le miroir et derrière elle, on voit ça. Et si cette scène est là, c'est pour nous induire en erreur. Quand on voit ce genre de scène, on se dit que c'est du cinéma d'horreur classique, que c'est le genre de choses qu'on voit tout le temps dans les films d'épouvante. C'est un film où elle va se faire tourmenter par un fantôme et où il va y avoir plein de screamers. Mais après ça, le film se détache. Il n'y a pas de screamers, l'horreur s'installe de manière progressive et ambiante. J'adore quand Ari Aster fait ça. Il l'avait déjà fait dans Hérédité et je l'avais mentionné dans ma vidéo. Mais bon, ça marche qu'au début. Maintenant qu'on est habitué à son cinéma, on peut plus vraiment se faire avoir. Il a su doser avant de devenir lourd et merci pour ça. Alors, on en était où ? Ah oui,
Du coup, elle pète un plomb quand elle voit sa sœur dans le miroir et elle s'évanouit dans la forêt. Elle fait un rêve où elle voit sa sœur la regarder et elle se réveille 6 heures plus tard. Les garçons la secouent et ils partent tous ensemble finir le chemin à pied vers Hälsingland. On peut remarquer 2 choses pendant le chemin. Déjà, la flûte. Vous vous rappelez, Pil, le charmeur de serpents, guide la troupe jusqu'à son village. Petit détail sympa. Aussi, ces petites fleurs jaunes, on les retrouve aussi sur la fresque. Apparemment, ce sont des millepertuis jaunes. Dans la tradition suédoise, ces fleurs poussent en été et elles sont utilisées pour soigner les dépressions et les cauchemars, mais aussi pour éloigner les esprits maléfiques. J'ai aussi vu pas mal de gens faire un parallèle entre le chemin de fleurs jaunes de Midsommar et le Yellow Brick Road du magicien d'Oz. Ce serait comme un chemin enchanteur menant vers l'inconnu ou la perdition. Enfin bref, ils arrivent tous au camp et on a encore ces foutues flûtes. Elles nous envahissent, bordel. Déjà, elles nous volent notre travail, ils nous volent nos femmes et puis elles sont sûrement pas françaises. Les Argas offrent de la rhubarbe aux nouveaux arrivants. La rhubarbe est traditionnellement associée à la purification, au renouveau et à la protection contre les énergies négatives dans de nombreuses traditions culturelles et spirituelles. La flûte s'arrête, les protagonistes sont enfermés dans le piège de Pil. Enfin bref, bienvenue à Hälsingland et joyeuses fêtes du Midsommar. Ils prennent tous un shot et regardez bien sur la tête des plus vieux, ils ont une couronne pour symboliser leur âge et surtout que ce sont eux qui dirigent la communauté. On fait la rencontre de 2 personnages, Silva et Dan. Ce sont les doyens de la secte. Ils sont soumis à un rituel de prémonition. D'après le script, bien qu'on ne le voit pas dans le film, ils font 3 fois le tour de la plateforme avec des torches. Et si leur flamme s'éteint, c'est synonyme de malchance pour toute la communauté. Au final, la flamme de Silva reste intacte, mais celle de Dan s'éteint, ce qui a l'air de pas mal inquiéter les Argas. Pendant la pause repas, on voit que nos personnages sont tous assis d'une manière étrange, mais je vous en parlerai juste après parce que pour le moment, on doit écouter la session karaoké d'un des Argas. Il chante pour remercier le climat et les récoltes et il est vite suivi par tous les autres Argas. On dirait même que le vent se mêle à eux. La scène suivante nous introduit un personnage important, Maya, notre vache bleue. On t'a vu, toi. Alors là, je vais vous parler de quelque chose qui va être très récurrent dans la suite du film, les runes. Je vous préviens, on risque d'en voir partout, mais je vous expliquerai au fur et à mesure, histoire de pas trop vous perdre. Par exemple, sur cette gravure, on voit une rune qui revient 4 fois, c'est la rune Algiz. C'est une rune qui symbolise normalement la protection et l'élévation spirituelle, mais de ce que j'ai compris, quand une rune est à l'envers, alors elle signifie l'inverse de sa signification originale. Donc dans notre cas, elle devrait signifier un danger caché. C'est une rune qui nous dit de faire attention. Mais je vois pas pourquoi il y a une rune qui dit de faire attention aux toilettes. Enfin, si j'y étais en train de m'exploser le cul, là je pourrais comprendre, mais c'est pas le cas. On sait qu'Ari Aster a inventé un alphabet visuel qui s'inspire de ces runes, mais en changeant le sens de celle-ci, et en restant extrêmement flou sur la signification. Donc il y a des runes dont on connaît pas la signification, mais parce qu'on s'en fout un peu, j'imagine. Par contre, il y a plein de moments où je vais pouvoir utiliser ce tableau, parce que les runes, elles sont telles quelles, sans altération d'Ari Aster. Par exemple, je vous ai dit qu'on y reviendrait plus tard, mais la manière dont étaient assis les Argas prend la forme de la rune Reido, la rune du voyage, du mouvement et du cheminement. Ils sont assis comme ça par rapport au retour de tous leurs confrères partis à l'étranger, comme Pil ou Ingemar, mais aussi sûrement pour accueillir leurs nouveaux hôtes. Ou alors peut-être que c'est dans un sens un peu plus philosophique et que pour eux le début du Midsommar, ça signifie le début d'un nouveau voyage. Bref, reprenons le film. Maya sort et rejoint une bande de jeunes qui festoient le Midsommar en faisant la chenille. Elle en profite pour faire du rentre-dedans à Christian, au sens propre comme au sens figuré. Il rejoint donc les festivités intéressé par la chatte de cette jeune mineure en compagnie de Mark et Josh, ce qui laisse une nouvelle fois Pil et Danny seuls ensemble pour un court instant. Il lui offre un dessin pour son anniversaire. Et oui, Christian a oublié l'anniversaire de Danny. C'est vraiment un fils de pute. Mais l'oubli, il est là pour nous faire comprendre qu'il n'est pas du tout investi dans sa relation. Regardez, on voit pour la première fois le Yellow Temple. Mais c'est trop tôt pour en parler.
Retenez la présence de ce petit ours trop kiki, et encore une fois les mecs, on y reviendra plus tard, parce que là, on doit s'attaquer à cette histoire d'amour. On voit clairement une Argas dans sa tenue blanche flasher sur un étranger. Elle ramasse donc des fleurs qu'on la voit mettre sous son oreiller avant d'aller se coucher. Là, je sais pas si elle pense très fort à ce qu'elle veut ou si elle en rêve, mais on s'en fout. À côté, on voit des runes. Les têtes familières, Anzuse Reido, le leadership et le voyage. On voit également Perte, qui peut signifier quelquefois le vagin, ou encore Kenaz, le feu intérieur, la passion. J'ai pas besoin de toutes les faire, vous avez compris qu'on est dans le registre de l'amour. Ensuite, on voit très subtilement que le jour se lève grâce à un tout petit coq. On voit la rune Ortia qui l'accompagne sur plusieurs panneaux, qui symbolise l'expérience. C'est sans doute ce qu'elle désire de l'expérience sexuelle. Donc bon, voilà, en gros on va dire que son petit sort a fonctionné. Ensuite, on la voit se couper des poils de faune, et je suis obligé de flouter, vous vous doutez bien. Elle les met dans une sorte de mixture qu'elle prépare, puis on la voit faire couler du sang de chatte dans une boisson. Elle offre le tout à notre prince charmant. Et ça a l'air de fonctionner. Ils s'aiment, et on comprend par son gros ventre qu'ils ont baisé et qu'elle est enceinte. On voit juste une dernière rune sur le carré final de notre bande dessinée, une rune qui n'existe pas, mais comme elle est dans un cœur, je vais faire une déduction d'enfant de 6 ans, et je pars du principe qu'elle symbolise l'amour. Et tout est bien qui finit bien au final. Vous l'avez sans doute compris, mais c'est comme ça que les Argas font pour draguer et s'accoupler avec les étrangers qu'ils ramènent à Halsingland. Et on n'est personne pour juger. On n'est personne. On arrive au dortoir, et vous inquiétez pas, je vais pas analyser tout le plafond, parce qu'en vrai j'ai la flemme, et en plus y a rien de pertinent. Juste ça renforce le style Kurbitz, là c'est carrément la même chose. On voit surtout plein de moments du film en lien avec des rituels, par exemple les anciens avant de sauter sur la falaise, le couronnement de Danny ou encore la danse chelou autour du tronc d'arbre. Mais on voit également plein d'autres rituels qui n'apparaissent pas dans le film. Peut-être que ça devait être le cas mais qu'au final ça a pas passé le director's cut, ou juste que c'est là pour nous montrer que la communauté des Argas existe au-delà de ce qu'il y a dans le script. Bref, en même temps Peel nous explique comment l'âge selon les Argas évolue. T'es bien sympa Peel, mais tout ça je l'avais dit avant. Well, we think of life like the seasons. So you're a child until you're 18, and that's spring. And then at some point we all do our pilgrimage, which is between 18 and 36, and that's summer. And then from 36 to 54, we're a working age, which is fall. And then finally from 54 to 72, you become a mentor. What happens at 72? Haha, trop marrant la blague, Peel. Bref, ensuite on découvre les photos de toutes les précédentes Reines de Mai. Mais en fait, c'est quoi la Reine de Mai ? Enfin, je vous en parle depuis le début, mais on sait pas à quoi elle sert. Elle sert à quoi celle-là ? Dans le film, on voit Danny prendre une décision importante parce que c'est la May Queen, qui sera sacrifiée pour le Midsommar. Mais en vrai, ça arrive que tous les 90 ans. Pourtant, il y a une nouvelle Reine de Mai chaque année. Mais du coup, elle sert à quoi en temps normal ? Peel il définit ça comme une compétition de danse où la gagnante est couronnée. Et franchement, c'est l'explication la plus tangible que j'ai trouvée. La Reine de Mai, en réalité, elle a très peu d'intérêt ou de responsabilité en dehors du Midsommar. Elle est reine et elle bénit les récoltes. C'est tout. Barnen sitter nere och kollar på Austin Powers som ni vill vara med. Nere i södra huset. Certes, c'est marrant qu'ils regardent Austin Power, mais en vrai, c'est surtout important de se dire qu'ils sont pas dans une bulle. Ils regardent Austin Power, ils prennent des photos, ils partent à l'étranger, etc. Ari Aster, il veut casser cette image de la petite communauté recul de la société et de la technologie. Enfin l'heure du premier dodo. Un bébé de merde pleure et on voit une femme mettre un ciseau en dessous de son oreiller. Dans plusieurs cultures nordiques ou européennes anciennes, on plaçait des objets métalliques sous les berceaux des nourrissons pour les protéger des esprits maléfiques, des malédictions ou des changelings. Le changeling, c'est les bébés échangés par les fées. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé des loustiques. Alors on les rejoint et ils parlent de la cérémonie à laquelle ils vont assister demain. Au début, Peel ne veut pas leur dire de quoi il s'agit. Il dit simplement « atteste ou pas ». Sauf que ça fait réagir Josh. Il sait ce que c'est. Et c'est normal parce que ça a vraiment existé. La testupa, c'est la pratique du gérontocide à l'époque de la préhistoire nordique, dans laquelle des personnes âgées se seraient ou auraient été jetées à mort. Josh le sait, frère, et il s'en fout. Genre, il le sait, il s'en fout. Limite, il est content, il est excité de voir des vieux se suicider, genre le lendemain. Ce mec est fou. Bref, ils vont tous s'endormir dans le mystère le plus total. Enfin, à part Josh, du coup.
De toute façon, le sommeil sera de courte durée pour Danny, qui est réveillée en pleine nuit à cause des pleurs insupportables du bébé de merde. Ça a l'air de vachement marcher leur truc de ciseaux. Le fait qu'elle soit réveillée la nuit, ça la permet de surprendre deux argasses, un homme et une femme qui quittent le dortoir la nuit. Ils ont l'air excités et un peu apeurés, comme s'ils faisaient une bêtise. Et vous vous rendez pas compte, mais c'est une dinguerie. En fait, ça nous montre clairement que même au sein de la communauté, il y a des gens qui se rebellent, genre qui croient peut-être pas toutes leurs histoires sur l'importance de la reproduction et sur le vivre en communion. Il y en a qui doutent, et ça on le verra à d'autres moments dans le film. On est le lendemain matin. Tout le monde a bien dormi malgré le bébé de merde et pour le petit déjeuner, les tables sont disposées de manière à former la rune Otilla, la rune de l'expérience et de l'organisation de groupe. C'est clairement un repas dédié à Silva et Dan, leur dernier repas avant la Testupa. Ces deux derniers arrivent après qu'un jeune ait sonné la cloche. Ils sont habillés différemment des autres Argas, en bleu, la couleur de l'hiver et du cycle de la vie qui arrive à sa fin. Ils se lèvent, prient et chantent et on se met tous un shot dans la gueule en leur honneur. Enfin, on les porte jusqu'à la fameuse falaise. Les porteurs sont également habillés en bleu, il n'y a aucun doute, ils vont bien mourir aujourd'hui. What is that book? Ruby Rader, our scripture. Can I read that? You will not be able. Les deux condamnés sont soumis à un énième rituel, puis Silva s'avance au bord de la falaise. Avant de commettre l'irréparable, elle regarde Danny, de manière insistante. Elle veut lui faire comprendre quelque chose, et Danny a l'air de le comprendre. Puis elle saute. Vous vous doutez bien, je peux pas vous mettre la scène. Enfin, c'est au tour de Dan. Celui-ci ne meurt pas de sa chute. C'est horrible. Et vous vous demandez sûrement pourquoi il n'est pas mort sur le coup, Dan. Et s'il avait juste manqué de chance? Vous vous rappelez, sa torche, elle s'est éteinte. Forcément, voir ce genre de choses alors qu'elle a perdu sa famille, c'est très dur pour Danny. Un bon copain serait parti, ou aurait juste réagi ou fait quelque chose, comme Simon par exemple. Fuck this! You're fucked! Fuck! You're the fucking standing there watching! What the fuck? Mais pas Christian. Lui, il préfère aller voir Josh pour lui dire qu'il veut lui voler sa thèse. Hey. Holy shit, right? Are you okay? Yeah, I'm fine. Hey, listen, I've been thinking about something that I wanted to ask you, or tell you, actually. I've been thinking a lot about my thesis, and, I've decided I'm gonna do it here, on Horga. Une bien belle merde. Du coup, Danny prend les initiatives toute seule et fait ses affaires. Sauf que Peel la convainc de rester parmi eux. I'm really sorry, Pele. Thank you for inviting me, but I really have to go. Can someone maybe drive me I somewhere? know I shouldn't have let you stay for that. I mean, I know it looks extreme, but we I don't know why I'm here, Pele. I don't know why you invited us. I don't know. I don't know why. I don't know why I'm here. It's I don't fine, know, it's and I okay. can't. Come on, No. come on, sit down, Danny. Danny, please. Please sit down. I know what you're going through, Danny. What am I going through? Because I lost my parents too. What? No, no, Yes, Pele. yes, that yes. is not what I'm talking No, about. I I'm know not that's not what talking you're about talking my about, but family. I'm I not lost talking my about my parents when family. I was I'm a talking little boy. about. They burned up no, in a I fire. wasn't talking about that. My parents, they burned up in a fire, and I became technically an orphan. So believe me when I tell you that I know what it's like, because I do, I really, really do. On peut noter quand même plusieurs choses. Quand Peel il dit à Danny que ses parents sont morts dans un incendie, il ne ment pas. Mais il dit pas toute la vérité non plus. Dans cette communauté, les incendies sont jamais accidentels. Ils sont ritualisés. C'est donc très probable que ses parents soient morts brûlés, mais volontairement, pour le culte. Peel cache pas sa souffrance. Il s'en sert pour créer un lien et recruter. He's my good friend and I like him, but Danny, do you feel held by him? Does he feel like home to you?
On voit aussi que c'est à la suite de ce dialogue que des doutes s'installent dans la tête de Danny, et surtout qu'un lien se crée entre elle et Peel. Il a gagné sa confiance en lui faisant comprendre que lui aussi avait souffert, et surtout il a mis des mots sur les doutes qu'elle avait sur sa relation. Elle se sent moins seule. D'ailleurs, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, quand on parlait de la fresque, je pense que Peel a des sentiments pour Danny. Juste après leur dialogue, on a un moment entre Christian et Danny, où il ne manque pas d'être un gros con comme d'habitude, mais là où c'est différent, c'est dans le comportement de Danny. Elle est froide, distante, il a l'air de la faire chier en fait. Elle est en train de se détacher de lui. Puis on a une scène coupée, cette fois elle est assez longue, et j'espère que vous l'avez jamais vue. Et c'est intéressant que la scène soit nocturne, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans le film. Et ici, on assiste à un rituel visant à faire une offrande à cette déesse. Ils jettent un arbre qu'ils avaient décoré plus tôt en son honneur dans le lac, mais apparemment ça ne suffit pas à rassasier la vénérée. Alors, un enfant se propose pour servir de sacrifice. C'est curieux qu'il soit décoré lui aussi comme l'arbre. En fait, c'est comme si tout le monde savait que l'arbre ne suffirait pas et ils avaient déjà prévu un gosse. Et bref, ils sont à 2 doigts de le jeter dans l'eau, mais Danny s'oppose. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est pas seule. En réalité, toute la secte s'oppose à ce sacrifice barbare. Ça paraît rien comme ça, mais encore une fois, ça montre quelque chose de très important. Même si la communauté d'Arga semble unie, joyeuse, lumineuse en surface, Midsommar laisse planer l'idée qu'il y a une hiérarchie implicite, une pression sociale extrême, et que tout le monde n'y est peut-être pas par choix. Tout le village vit selon une structure de vie divisée en saisons. Enfance, travail, vieillesse et mort. Il n'y a pas d'alternative. On ne voit aucune dissidence, aucun doute exprimé. Ce genre de silence total dans une communauté si réduite, ça sent jamais bon. Sans oublier que les enfants sont élevés dans le culte. Ils naissent, grandissent, sont éduqués ensemble dans une vision du monde fermée, répétitive, où tout ce qu'on leur enseigne est rituel et collectif. C'est difficile d'imaginer qu'ils ont le recul nécessaire pour choisir ce train de vie. Les jeunes ne semblent pas tous investis de la même façon. Certains figurants, des jeunes hommes surtout, ne sourient pas, restent à l'écart, ils sont pas toujours enthousiastes. Ce sont peut-être des jeunes assignés au rituel, obéissants mais pas croyants, sans oublier le jeune couple qu'on a vu plus tôt s'échappant pendant la nuit. Ils veulent vivre leur amour pleinement, en dehors des Argas. Le pire, c'est l'existence de rubriques volontaires. À la fin, 2 membres se portent volontaires pour mourir par le feu. Mais le simple fait que ce soit présenté comme une décision volontaire, ça suggère aussi que c'est peut-être pas si évident que ça. Il y a peut-être des pressions invisibles. Et si tout le monde refusait? S'il n'y avait pas de volontaires, qu'est-ce qui se passerait? Le film ne le dit jamais, mais il laisse le malaise. Et ce regard qui s'échange avant de brûler. Bref, après le rituel, on enchaîne avec une autre scène coupée. On est avec Christian et Danny. Ils débriefent de ce qui vient de se passer et font le point sur leur relation. We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Well, I can't. I'm sorry. Period. Okay, I want to leave. Okay, then you can leave. But I'm staying. I invited you, and I don't regret that, but I'm here for a reason. Do you not love me anymore? What does that have to do with this? I'm in a devaluation phase. We've been in it for a long time, and next comes discard. Can you spare our relationship your No, I'm textbook not. I'm just psychology saying. keywords? We've been in this for a while. You've been trying to pull away, and I've been in denial. Please, give yourself some credit, babe. Looks like you've got this all figured out. What? Okay, fine. Play the wounded party again. You're just a self-denying altruist, and I'm a paranoid dick. You don't have a conniving bone in your body. What is it you imagine I'm conniving? You are, Danny. I feel locked into your debt every time you do something I just don't keep because. you in my Because debt. it's never I was just being because. Kind. I was being kind. Okay, fine. I'm the asshole. Nobody's the asshole. I clearly am. You selflessly gave me flowers, and I feel trapped. Fuck. Are you actually gonna leave? I'm supposed to be working You're here. gonna leave me like this? Christian! Après cette scène coupée, on les voit tous aller se coucher, et pour éviter les pleurs du bébé de merde, elle demande des somnifères à Josh. Là, elle va faire un rêve horrible. Tous les garçons s'enfuient sans elle, et puis elle revoit ses parents morts, sa sœur avec un tuyau dans la bouche, elle revit le drame de l'après-midi, et elle se réveille. Il y a mieux comme rêve. Il y a mieux. Moi, l'autre jour, j'ai rêvé d'un j'ai pas d'inspi, j'ai pas... Juste après le cauchemar de Danny, on assiste avec Josh à une scène étrange. Maya dépose un petit objet sous le lit de Christian. C'est pas anodin.
Dans les traditions païennes nordiques, on utilisait des charmes faits de poils, de sang ou d'herbes séchées pour provoquer l'amour ou le désir. Ici, c'est un rituel de séduction magique soigneusement orchestré. Dès cet instant, Christian est visé. Il ne choisira pas Maya, il sera attiré vers elle. Parce qu'à Arga, même l'amour est une histoire de rituel. Et d'ailleurs, bon, je suis obligé de parler de ça parce que c'est une dinguerie, mais les Argas sont racistes. En fait, on sait que les Argas, ils ramènent des étrangers dans la communauté pour s'accoupler, je vous l'ai déjà dit. On sait aussi qu'ils ont des rituels, limite des enchantements pour faire tomber amoureux les hommes qui passent dans leur communauté. Je dis les hommes parce que garder une femme 9 mois pour assurer la grossesse, puis lui voler son bébé, ça me paraît extrêmement complexe. Et on est d'accord qu'il y a un point commun entre tous les Argas. Si. Regardez bien, genre vraiment bien. Ça manque de mélanine. Bon voilà, je le dis, ils sont racistes. Ils veulent une communauté blanche, ils veulent une lignée blanche. Et je le sais, je peux pas le prouver. Est-ce que c'est que mon intuition ? Non, en vrai, non. Je pense que c'est fiable. Mais c'est pas vraiment du racisme, c'est plus de l'eugénisme. Je vous ai montré leur oracle plus tôt, Ruben. En fait, on apprend que Ruben, l'oracle, est un produit d'union consanguine contrôlée. Il est considéré comme non corrompu par l'extérieur, donc plus apte à recevoir les visions sacrées. Ça, c'est déjà une vision eugéniste. On valorise la pureté du sang au détriment de la diversité ou de la santé mentale. Les seuls étrangers qu'on voit dans le film, c'est nos protagonistes, mais à aucun moment ils sont intégrés. Ils sont simplement utilisés pour les sacrifier comme Simon, Connie, Josh ou Mark, ou pour la reproduction comme Christian. Mais aucun étranger n'est réellement intégré, à part Dani. Et encore, elle doit passer par un processus de transformation totale. D'ailleurs, on peut noter le fait que Dani ressemble beaucoup aux Argas. Elle est blonde aux yeux bleus, elle se fond dans la masse. Je sais pas si ça a été un critère, mais c'est pas impossible. Il n'y a aucune personne racisée dans le village. Et Josh, le seul noir, est l'un des premiers à mourir. Bref, je pense que vous avez compris le délire. Et surtout, moi, j'y étais à Helsingland. Hein. J'ai vu quelques petits drapeaux israéliens traîner par-ci par-là. Mais reprenons le film. Vous êtes trop dissipés. Au réveil, on retrouve Pil qui fait un petit peu de jardinage. Il est rejoint par Josh, puis par Christian. Et il leur annonce que les anciens veulent bien qu'ils fassent leur thèse sur Helsingland. Et ils ont même pas le temps de se réjouir parce que Mark, il est en train de pisser sur l'arbre sacré. Et là, on apprend la disparition de Simon. Il avait prévu avec Connie de s'en aller, mais au moment de partir, il est introuvable. Vous avez compris, la secte passe à l'action. En apprenant la nouvelle, Christian s'en bat les couilles. En fait, il préfère poser des questions très cheloues. On the subject of couples, actually, is there ever an issue here with incest? C'est marrant, mais si on psychanalysait un peu Christian, j'ai l'impression qu'il y a un complexe d'Oedipe en fait. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, selon Freud, c'est le désir inconscient d'un enfant de posséder la mère, éliminer ou évincer le père, et en même temps la peur de la punition. Dans la psyché adulte, un complexe d'Oedipe non résolu peut se traduire par des rapports conflictuels ou passifs à l'autorité, une sexualité gênée, réprimée ou détournée, une tendance à chercher des figures maternelles ou à subir plutôt qu'agir. Je suis désolé, mais Christian colle à ça. Il est passif, indécis et évite la séparation. Il veut quitter Dani, mais n'ose pas. Il ne prend jamais de décision lui-même. Il cherche à éviter le conflit et reste dans une position de confort, comme un enfant incapable de se détacher de la mère, ici symbolisé par Dani, puis par la communauté des Argas. La scène la plus éloquente, c'est celle du rituel sexuel. Il est guidé, entouré de femmes âgées qui chantent, le touchent et l'accompagnent. Il est utilisé comme un corps reproducteur, mais passif, presque infantile. C'est une sexualité maternelle inversée. Il ne pénètre pas un désir, il est absorbé par lui. Il n'est pas acteur, il redevient nourrisson. Donc voilà, c'est marrant la question sur l'inceste, mais c'est peut-être l'inconscient qui parle. Bref, juste après ça, Dani se fait alpaguer par les témoins de Jéhovah pour préparer le repas. On a un gros travelling sur la tourte de Maya, avec la rune d'amour qu'elle a posée plus tôt sous le lit de Christian. Y a aucun doute, à l'image de la secte, elle aussi passe à l'action. Et on rejoint Josh. Il pose des questions à Odd sur le Rubiradre, et on en apprend un peu plus sur les écritures uniques, mais rien que je ne vous ai pas déjà dit. Par contre, on prend conscience d'autre chose. Le livre est écrit par Ruben le Triso, l'oracle. Et les Argas, eux, ils interprètent ces écritures. And who decides what gets added? Well, this iteration is being written by Ruben. He draws, and we, the elders, interpret. You see, Josh, Ruben is unclouded by normal cognition. It makes him open for the source. What happens when Ruben dies? Do you just wait for a baby that is not clouded? No. Ruben was
a product of inbreeding. All of our oracles are deliberate products of inbreeding. Évidemment, c'est giga barbare de sceller le destin d'un être humain comme ça. Et j'ai essayé de chercher c'était quoi sa maladie. Elle est jamais nommée, mais plusieurs éléments visuels et comportementaux sont présents. Des traits physiques déformés, des comportements répétitifs et des gestes lents, et une absence de langage articulé. Ça peut évoquer une forme de microcéphalie, de troubles du spectre autistique sévère ou d'une malformation neurologique liée à la consanguinité. Mais le film ne cherche pas à le diagnostiquer. Ce qui compte, c'est son rôle. Ruben n'est pas vu comme un malade, mais comme un canal de vérité. La communauté justifie sa naissance en disant qu'il est non corrompu par l'extérieur, ce qui fait de lui un pur réceptacle de la sagesse divine, une sorte de prophète par le sang. Mais moi, la question qui m'inquiète, c'est qu'est-ce qui arrive à tous les bébés issus d'une tentative de mettre au monde un oracle qui s'en sortent sans pathologie. Tout à l'heure, quand Christian a posé sa question sur la consanguinité, j'ai fait exprès de pas vous laisser la réponse, mais écoutons ce qu'il rétorque. Well, the bloodlines are very well preserved, so the elders must approve, mates. Cousins can sometimes mate, but we do respect the incest taboo. Donc bon, a priori, il n'y a pas de consanguinité dans le village. Et ça fait plutôt sens, sinon je vois pas l'intérêt d'importer des étrangers pour la baise. Mais bon, là où la version des faits se corse, c'est qu'en moyenne, à la suite d'un accouplement consanguin, l'enfant a 25% de chance d'avoir une maladie, 50% d'être porteur sain et 25% de chance d'être sain et sauf. Mais ça concerne qu'une seule gène à la fois. Or, pour avoir un bébé comme Ruben, il faut probablement plusieurs facteurs génétiques combinés, ou une mutation très rare, ce qui réduit drastiquement les chances. Sur 100 enfants issus d'un accouplement consanguin étroit, 5 à 10% pourraient développer une anomalie physique ou mentale significative. Parmi eux, moins d'1% pourraient manifester un profil comme celui de Ruben, c'est-à-dire assez hors norme pour être interprété comme mystique, sans être totalement non fonctionnel, soit un enfant sur 100 tentatives dans le meilleur des cas. Et donc, la communauté a fait quoi des 99 autres enfants? S'ils les gardaient en vie dans la communauté, elle serait atrocement consanguine. Mais on nous assure qu'il n'y a pas de consanguin. Donc soit ils les éliminent, soit le personnage de Ruben est une incohérence d'Ari Aster. Soit il y a juste pas pensé. Bref, le dialogue entre l'ancien et Josh tourne court quand ce dernier demande s'il peut prendre des photos, ce qui est inacceptable apparemment. Là, il y a une scène très courte sur Mark où on entend une femme crier. Je vais pas vous faire un dessin, mais Connie et Simon, c'est ciao. C'est une nouvelle fois l'heure du repas. Je vous avais dit que ça allait arriver souvent. On insiste beaucoup sur le repas de Christian. Il trouvera dedans un petit poil de chatte de Maya. Et regardez son verre, il est vachement plus rouge que les autres. Je vous laisse imaginer pourquoi. D'ailleurs, je suis assez impressionné par la capacité de Mark à reconnaître un poil pubien. Oh my god, dude, what the fuck? What is that? Is that a fucking pube? Ew. It's just there. Yeah, a pubic hair. D'ailleurs, ce dernier part avec une meuf et vous pouvez lui dire au revoir parce qu'on le reverra jamais. Et c'est déjà l'heure de dormir. Cette journée est passée super vite. C'est sûrement pour qu'on voit Josh se réveiller la nuit pour prendre des photos du Rubiradre et mourir. La personne qui l'a tué a un masque fait avec la peau de Mark et c'est clairement une référence à Halloween. Au réveil, Josh et Mark ont donc disparu. Et tous les personnages non blancs du film sont morts, je peux enfin m'identifier. Les Argas font passer cette disparition pour un vol. Ils font semblant que Josh et Mark se sont enfuis avec le Rubiradre et qu'ils sont pas contents. C'est quand même fou à quel point ils sont méthodiques. Et enfin, c'est l'heure d'une des scènes centrales du film, le moment de savoir qui sera la reine de mai. Avant le début de la danse rituelle, tous les participants boivent du thé hallucinogène et une ancienne de la communauté évoque le monstre noir de Arga, tombé dans la mer, emportant notre peine avec lui. Cette phrase, presque mythologique, agit comme une incantation. Le monstre noir n'est pas un être réel, c'est une figure symbolique. Il peut représenter la souffrance collective, le deuil, les ténèbres intérieures, tout ce que la communauté cherche à expulser à travers le rituel. Le fait qu'il soit tombé dans la mer suggère une purification, comme si la mer, élément naturel et sacré, avait absorbé la douleur, permettant au peuple de Arga de renaître dans la lumière. Ce moment, il marque le début d'un rituel de transcendance collective, mais aussi de renversement pour Danny, car c'est justement ici que, sous les apparences festives, la communauté va l'adopter pleinement en tant que nouvelle reine de mai et transformer son deuil personnel en un rite de passage macabre mais libérateur. Derrière la lumière, les fleurs et les sourires, ce que Arga célèbre, c'est une forme radicale de renaissance par la douleur. Et le monstre noir, qu'il soit réel ou non, n'est que l'ombre de ce que l'on accepte de laisser mourir en soi. Et en même temps, une autre scène se joue. On voit Christian assis dans une pièce vide. On voit de nombreuses représentations.
toutes florales et ça me fait vachement penser à des sexes féminins. Croyez-moi, j'ai vu énormément de chats dans ma vie, et ça y ressemble. En face de lui, un ours brûle. C'est évidemment une représentation de la scène de sacrifice finale. Il est assis pile en face, comme s'il affrontait son destin. Enfin, il est rejoint par Siv, qui le conduit dans une autre pièce, et ici, même les murs parlent. Chaque motif peint, chaque carré sur les parois fonctionne comme une page d'un livre sacré. On y voit des plantes médicinales, des symboles étranges, des fragments de rituels. C'est tout un langage visuel, codifié et mystérieux. C'est plus qu'une décoration, c'est une doctrine peinte à la main, un mélange d'ésotérisme, de botanique sacrée et de mythologie païenne, comme si la communauté de Harga avait littéralement tapissé son monde de croyances. Le style rappelle les fresques folkloriques suédoises, mais ici tout est figé, ordonné et glacial. Le folklore est devenu un système, et quand on enferme quelqu'un dans un système, même les images deviennent des chaînes. Bref, si Siv l'a ramené ici, c'est pour parler de Maya. Logiquement, après avoir ingéré son sang et ses poils, on devrait en être à la phase où il est tombé amoureux d'elle. Sauf que ça fonctionne visiblement pas. En fait, ça fonctionne même pas du tout. À aucun moment on le voit tomber amoureux d'elle. Et c'est trop intéressant en vrai. Là où dans The Wicker Man, on est dans le flou de savoir si leur rituel est vrai, là on sait qu'il est faillible. Certains Hargas sont dissidents, je suis sûr que certains y croient même pas, et pour cause, les rituels qu'on a vus aboutissent jamais à des résultats. J'aime trop ce film Ari Aster, sale fils de pute. How do you feel about Maya? About Maya? You have been approved to mate with her. I'm here with someone. I'm here with Danny. Danny a l'air heureuse, son monstre noir se noie. Sur elle, on voit 2 runes, qu'elle ne quittera plus jusqu'à la fin du film. D'ailleurs, c'est les 2 runes qu'on pouvait voir sur le dessin que lui a offert Pil pour son anniversaire. Raido et Dagaz. Raido, on l'a vu plein de fois, elle est généralement traduite par les retrouvailles et le voyage, dans un sens très positif. Dagaz, c'est quelque chose comme un espoir, voire un nouveau départ. Cependant, les runes du dessin de Pil et de la robe sont inversées. Et tout à l'heure, je vous ai menti. Enfin, pas totalement, mais quand même un peu. En fait, je vous ai dit que quand une rune était inversée, elle signifiait l'inverse de sa vraie signification. Mais cette suggestion est très controversée. À ma connaissance, la plupart des linguistes disent que si la rune est inversée, c'est juste une faute d'orthographe accidentelle. Et si c'est pas des fautes d'orthographe, alors le Reido signifierait quelque chose comme la détresse ou même la mort. Et le Dagaz serait le chagrin ou le désespoir. Donc ces runes pourraient soit indiquer un beau voyage ou un nouveau départ, ou alors un voyage totalement sombre ou un voyage infernal. Étant donné que la fin nous laisse nous demander si Danny a simplement été brutalisée et est folle de chagrin, ou si elle a finalement trouvé une communauté aimante qui respecte ses besoins, je suppose que cette ambiguïté avec les runes inversées est absolument intentionnelle. Et c'est du sous-texte incroyable. Une jeune femme tend un verre de thé à Christian en lui disant que ça annule ses défenses et l'ouvre aux autres. Et là, c'est important de comprendre pourquoi il boit le verre. D'abord, il refuse l'offre, mais il se laisse convaincre. Il regarde Maya et il se dit « Et puis merde, allons-y !» Il sait que la secte veut qu'il s'accouple avec elle, et il boit quand même le verre en ayant pleine conscience de ce que ça implique. Il a intentionnellement trompé Danny, et il a scellé son destin tout seul. Et juste après ça, il y a une scène qui peut vous laisser beaucoup de questions quand vous la voyez. Au fur et à mesure que la danse dure, Danny semble comprendre le suédois. Mais c'est pas une langue qu'elle parle, c'est une langue qu'elle ressent. I don't speak Swedish. What? Trance, musique, drogue, et soudain, elle entre en résonance. C'est le moment exact où elle cesse d'être étrangère. C'est le moment où elle devient l'une des leurs. Et elle devient la reine de mai. Tout le monde célèbre et on voit ses parents dans la foule. C'est pas un hasard, encore une fois. Voir ses parents célébrer avec la communauté, c'est voir Danny se réconcilier avec son passé, dépasser son deuil et accepter une forme de résonance spirituelle. Cette image révèle la dimension mystique et psychologique profonde du film. La douleur personnelle devient un rituel collectif et la souffrance trouve sa place dans un ordre ancien, implacable, mais sacré. Et Pil l'embrasse. Je vous l'avais dit qu'il avait des sentiments pour elle, non ? Christian est laissé seul, c'est un peu tout ce qu'il méritait, mais en même temps l'image est puissante. Toute la communauté est réunie pour célébrer leur reine. Le visage de Terry l'observe depuis les arbres, c'est la mémoire vivante qui hante Danny, inscrite dans la nature même qui enveloppe la communauté d'Arga. Les arbres, porteurs de secrets et témoins du temps, deviennent le refuge d'un souvenir à la fois doux et lourd. La petite reine est sur son trône pour un dernier repas, elle semble en communion avec la nature.
L'ours, lui, est exclu. Il cherche du réconfort, comme si les rôles s'étaient inversés. Et cet Arga semble lui faire comprendre qu'il lui en apportera pas. Puis il nous regarde, silencieux, inexpressif, inévitable. Les Argas ne regardent pas Danny ou Christian, ils nous regardent nous. Comme si, sans le savoir, on était déjà entré dans le cercle, déjà choisi, déjà observé. On pense regarder une secte, mais peut-être que c'est elle qui nous regarde. En quête de réconfort, Christian suit Maya sous le regard de Siv. La reine, elle, part bénir les récoltes du culte. Sur la tenue de Christian, on voit la rune Tiwaz, la volonté, le sacrifice, et la rune Algiz, la protection, des runes propres à la masculinité. Maya a enfin ce qu'elle voulait. Dans cette scène, aucune intimité, aucun amour, aucune complicité. Maya cherche du réconfort chez ses aînés qui prennent part au rituel. Christian est rien de plus qu'un outil. Après avoir béni les récoltes, la reine entend ce rituel d'amour et elle observe malheureusement le trompeur en pleine action. Danny hurle, mais pour la première fois, elle n'est pas seule. Les femmes de Arga crient avec elle, elles prennent sa douleur, la répètent, la démultiplient. Ce n'est plus un chagrin personnel, c'est un rite, un effondrement collectif. Et dans cette transe étrange, Danny cède. Elle cesse de lutter, elle devient l'une d'elles. Dans cette secte, la souffrance n'est jamais intime, elle est absorbée, elle est ritualisée. Et c'est comme ça qu'on ne souffre plus, parce qu'on n'existe plus. Et Christian finit. J'ai compté 39 secondes de pur sexe. Alors moi perso, à la place de Danny, j'aurais pas fait tout ce caca nerveux et je me serais barré il y a bien longtemps. Apeuré par la situation, il prend la fuite nu comme un verre. Pendant sa fuite, il tombe sur une jambe, c'est celle de Josh. Dessus, on voit Dagaz, la transition entre la lumière et la clarté. Il poursuit sa fuite vers le poulailler et il tombe sur l'aigle de sang. Simon est suspendu dans une grange, le dos ouvert, les poumons déployés comme des ailes. Il a été soumis à un ancien rite, l'aigle de sang. Un supplice nordique réservé à ceux qui brisent l'ordre sacré, ceux qui n'obéissent pas aux règles. Dans Arga, la beauté est partout, même dans la punition. Simon n'est pas exécuté, il est offert, comme les autres. Puis Christian est pris au piège, paralysé mais conscient, un sort terrible l'attend. Et là, c'est l'heure de la scène finale, l'apogée du rituel, la célébration ultime du Midsommar. Pour remercier le soleil, 9 vies humaines seront données en sacrifice. Josh, Mark, Connie et Simon. Mais quand Arga prend, il donne aussi. Alors pour chaque 109 sacrifiés, un membre de la communauté paiera. Ingemar, le frère de Pile, Ulf, un jeune membre, ainsi que 2 anciens déjà morts pour la cause. Et enfin, le 9e et dernier sera choisi par la reine. Elle choisit Christian. Et voilà, les corps des jeunes étrangers sont amenés vers le temple. Le bouffon, la noyée, l'aigle de sang et l'intello. Puis enfin, les Argas prennent place. Et en dernier, on installe l'ours. Ah, quelle belle histoire, n'est-ce pas ? Une histoire d'amour, une histoire d'acceptation, une histoire d'épanouissement. L'histoire d'une femme devenue ce qu'elle voulait être, l'histoire d'une communauté vivant en paix avec la nature, une histoire où le méchant meurt à la fin. Le bouffon a fait sa dernière blague et le joueur de flûte a joué sa dernière sonate. L'ours ne grondera plus et la reine a trouvé une nouvelle famille. Elle semble sourire et c'est terrifiant. Mais c'est magnifique. Et j'arrête plus, la gare elle s'arrête plus. J'accélère sa mère, j'ai vu passer 10 arrêts de bus. Et j'arrête plus, la gare elle s'arrête plus. J'suis vénère sa mère, j'ai vu passer 10 arrêts de bus.